Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. On va pouvoir commencer. Et mesdames, on va pouvoir commencer. Tu vas mieux. Donc, toutes nos panélistes ont réussi à traverser la foule et à s'arracher à leur séance de dédicace. Une petite main d'applaudissement. Merci pour votre patience. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde de pouvoir féminin et littérature de l'imaginaire. Je m'appelle Raphaëlle B. Adam. Je suis écrivaine et chroniqueuse littéraire spécialisée en imaginaire. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour animer cette discussion avec nos trois panélistes que je vous présente sans plus tarder. Donc, tout au bout, on a Fanny Demeule, qui est née en 1990 à Longueuil. Elle est titulaire d'un diplôme de doctorat en études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, où elle est chargée de cours. Elle a signé des romans, un livre illustré, un recueil de nouvelles, un scénario de court-métrage, ainsi que plusieurs textes dans des revues et collectifs. En 2022, elle a remporté le prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique, ainsi que le prix des horizons imaginaires. Et son plus récent roman, vous pouvez le voir à l'avant, est Du ventre des montagnes. Bonjour Fanny. Bonjour. Ensuite, nous avons Elisabeth Van Arbour, qui est l'une des figures les plus marquantes de la science-fiction québécoise. Je t'épargne le titre de grande dame, blablabla. Elle est reconnue tant dans la francophonie que dans l'ensemble du monde anglo-saxon et l'apparition de ses ouvrages est toujours considérée comme un événement. Outre l'écriture de fiction, Elisabeth Van Arbour pratique la traduction. Ça donne à la critique et à la théorie et aussi à des ateliers littéraires. Et depuis 1973, elle a fait de la ville de Chicoutimi son port d'attache. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Et ensuite, nous avons près de moi Geneviève Blouin, qui est historienne de formation, ce qui l'a rapidement menée à enquêter sur des crimes perpétrés il y a des siècles, entre autres. Elle a publié aux éditions à lire un roman policier, Le Mouroir des anges, aux éditions du Phénix, la série jeunesse et historique Anaken, qui a été récompensée du prix Canada-Japon, et une cinquantaine de nouvelles littéraires attachées surtout, mais pas seulement, au genre de l'imaginaire, notamment dans les pages de Solaris, ainsi que dans les recueils Le Chasseur et autres noirceurs et Magie des temps brodés, j'allais dire des temps modernes, parus au 6 Brume. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et je n'avais pas mentionné, mais le collectif Vol en dérive qui a été piloté par Elisabeth et dans lequel elle a également une nouvelle. Nous pourrons en reparler. Donc, en guise d'introduction, pour remettre les gens un peu en contexte, est-ce que vous pouvez nous décrire dans un premier temps ce que racontent vos parutions les plus récentes et soit l'étincelle qui a donné naissance au projet ou le processus que vous avez suivi pour en arriver à un livre? Ça prépare. OK. Magie des temps brodés, en fait, c'est un recueil de mes nouvelles de fantasy parce que je me suis aperçue à un moment donné que je commençais à en avoir beaucoup. Et donc, et puis il y avait une certaine cohérence dans les thèmes. Donc, il y a un fil qui relie les différentes nouvelles, de là un peu le titre du recueil. Et puis, c'est ça, l'étincelle de ça, c'était vraiment une idée de ramasser les textes, même pour moi, à un moment donné, de les mettre dans un certain ordre qui me permet un peu de voir qu'est-ce que j'ai exploré, qu'est-ce qui me reste à explorer, puis de m'apercevoir que finalement, j'ai beaucoup de périodes historiques que j'ai couvertes avec différentes variations sur certains mythes. Puis, c'est ça. Donc, j'ai certaines nouvelles qui commencent à s'agréger ensemble, qui sont vraiment en train de créer un univers tranquillement. Donc, c'est ça qui a mené à Magie des temps brodés. Yeah? Bon, comme disait Raphaël tout à l'heure, moi, je donne des ateliers d'écriture depuis des années et des années et des années. Et avec un certain nombre de mes ateliéristes qui sont un peu plus aguerris, à un moment donné, je leur ai donné pour consigne, bon ben voilà un de mes textes, une de mes nouvelles, un de mes univers. Je vous le donne, faites-en ce que vous voulez, démantibulez-le, prenez ce que vous avez envie de prendre, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous intéresse pas. On y a travaillé pendant 2 ans et demi. Alors, ça a fait beaucoup de relectures et de commentaires et de réécriture. Et bref, c'est tout un processus. Ça fait partie du processus des ateliers d'écriture. On apprend à écrire. Et on s'est retrouvés à un moment avec 8 textes. C'est 8 textes complètement différents et pourtant qui se situent
du point de vue de l'imaginaire, dans des univers pas mal adjacents, que ce soit de la fantasy ou de la science-fiction. Et on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire un recueil avec. On avait un éditeur, alors on s'est jeté dessus. Et après avoir été torturé à mort, il a accepté de faire paraître ce recueil que vous trouverez chez lui, chez Alire, aux éditions Alire. 8 textes très différents et à la fin, mon propre texte. Et alors le truc, si jamais vous commettez et vous essayez de lire ces textes, le truc, c'est de lire les textes d'abord et de ensuite lire le texte d'origine et de vous dire « Ah, tiens, oui, il y a telle image, tel motif, telle émotion. » Et voilà, c'est ça qui a touché le lien entre l'univers de la nouvelle initiale et l'univers personnel de chaque auteur ou autrice. Et ça, pour moi, ça a été une expérience tout à fait merveilleuse. Oui, puis on le sent très bien. On voit bien l'intérêt de mettre ton texte à la fin pour justement pas se laisser influencer en cours de lecture. Toi, Fanny? Alors, Du ventre et des montagnes, c'est un roman de fantasy sombre. On a un récit de catabase. Donc, qu'est-ce que c'est une catabase? C'est essentiellement un personnage qui veut sauver un autre personnage de la mort en descendant bien souvent dans les enfers. Dans le cas de mon roman, c'est une idée qui est surgie, en fait, qui est sous forme d'image. Quand j'avais environ une quinzaine d'années, je voyais une montagne très, très grande, mais tu sais, encore plus grande que l'Himalaya, là, tu sais, vraiment qui dépasse le ciel. Et c'est à partir de cette image-là, je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce que cette montagne-là représente? Qu'est-ce que les personnages qui vivent autour de cette montagne-là ont comme spiritualité? Et c'est vraiment à partir de là que tout est vraiment découlé. Là. C'est le point d'origine, c'est la montagne Eyenne qui est représentée dans mon livre, qui est en quelque sorte l'enfer où se rend ma protagoniste Nan pour ressusciter sa sœur d'entre les morts en portant son crâne. Donc voilà, c'est les bases de ces récits qui a une narration quand même assez intime, qui plonge aussi beaucoup dans les transformations corporelles, la dévoration, qui est un motif aussi très important. Donc, il y a des petites touches d'horreur par-ci, par-là. Que voilà, c'est mon plus vieux projet qui est maintenant, qui est né en mars dernier. Qui a fini par se concrétiser après toutes ces années. Un point commun, en fait, de toutes vos œuvres et des œuvres que vous faites en général aussi, c'est bien sûr la question de l'importance des personnages féminins, la place qu'ils prennent, qui s'affirment de toutes sortes de façons. Puis la notion de pouvoir au féminin, elle peut s'exprimer là, de différentes façons, pas seulement dans les genres de l'imaginaire, mais dans ce cas-ci, puisque c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce que les genres de l'imaginaire permettent de plus pour permettre à ces pouvoirs féminins-là de se déployer? Quelle sorte de terrain de jeu ça vous donne, puis les avantages ou les défis que vous voyez un peu là-dedans? Pour moi, c'est sûr que chaque nouvelle, en fait, commence souvent avec une métaphore qui, justement, va un peu interroger les prérequis ou les a priori qu'on a dans notre monde. Donc, c'est sûr qu'en allant travailler dans les genres de l'imaginaire, je peux m'en détacher complètement. Tout ce qu'on a tout ce qu'on considère normal, toute la binarité, les femmes qui sont élevées à se sacrifier, la sexualité qui souvent est représentée comme sans plaisir, c'est quelque chose qui est fait aux femmes plus que quelque chose dont les femmes jouissent. L'espèce de compétition pour le male gaze qu'on se fait imposer très tôt. Donc, je m'amuse à partir de ça, finalement, à souvent renverser ces thèmes-là ou à d'autres moments, à carrément prendre un peu les impositions du patriarcat puis à dire, bon, mais je vais les mettre vraiment en scène. Le recueil Magie des temps brodés s'ouvre avec La vie secrète des carapacés. Dans cet univers-là, les femmes sont carrément les maisons. Les femmes sont des espèces de gigantesques escargots dans lesquels la famille entre et s'installe. Donc, les enfants sont élevés à l'intérieur des mères et puis, les hommes se choisissent une compagne dans laquelle ils vont carrément vivre. Donc, tout le côté travail invisible, etc., je pense que ça ne pouvait pas être plus dans la face des lecteurs que ça.
Faut pas être très perspicace, là. Ben, tu sais, il y en a quand même. J'ai quand même lu un homme qui a fait une très longue critique du texte et visiblement, il avait aimé beaucoup. Et cet aspect-là, il a complètement. Donc, Mais bon, ils ont aimé ça. il y a quelque chose Quand qui même. doit être resté quand même. Je joue aussi j'ai un personnage qui est carrément. Le personnage est une épée magique. Donc, elle est extrêmement puissante, mais c'est carrément une femme-objet. C'est une épée nouille. Ah oui, puis en plus, elle nouille. Mais elle n'est pas si nouille que ça, mais Non. bon, elle finit par tirer son épingle du jeu, mais c'est que simplement, c'est un outil. Donc, elle a toujours besoin d'un porteur, puis là, ben, il y a toujours des réactions comme ça. Donc, je vais jouer beaucoup avec ça. Puis, je le conçois pas souvent comme du pouvoir au féminin, mais tout simplement, quand je crée mes personnages, je me pose pas la question. En fait, j'essaie de faire très attention de pas tout de suite genrer le personnage. J'essaie de bâtir l'histoire, ce que je veux raconter, puis d'attribuer les genres après, ce qui des fois crée un peu des clashs avec même mes réflexes, que j'aime beaucoup après ça travailler et puis contrarier. Oui. Ben, je ne peux pas vraiment parler pour les auteurs et les autrices du recueil en ce qui concerne leur relation au pouvoir féminin. Mais je me disais, en écoutant ta question, Raphaël, ça dépend de ce qu'on considère comme les pouvoirs féminins. Oui, ben en fait, je pense que c'est surtout ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être à la fois les pouvoirs qu'on attribue aux femmes. En fait, un peu comme Geneviève disait, il y a des choses qu'on attribue aux femmes, le care, la Traditionnellement, oui. ça peut être ça, ou ça peut être au contraire les pouvoirs de comment la prise de pouvoir, de développer une indépendance ou quelque chose. Fait que ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Bah, enfin, en ce qui concerne mes propres textes, puisque je ne peux parler tout à que fait. de mes propres textes, si je prends la nouvelle qui a servi de pâture à mes ateliéristes, on a une créature féminine qui est une créature, elle a été créée. C'est un mélange d'humains et de machines et d'électronique et de tout un tas de technologies futures complètement sautées. C'est pas l'important, la technologie. L'important, c'est que cette créature est douée de conscience, même si c'est une conscience qui a des trous et qui est limitée parce que c'est une statue sur un socle. C'est une statue de sphinx ailée. Et le sphinx, vous savez, c'est cette créature qui pose des questions et si on répond mal, elle vous bouffe. Mais c'est pas du tout cet aspect-là qui m'intéressait. Au contraire, c'était le renversement de ça. On lui pose des questions et elle a des réponses plus ou moins énigmatiques. Et elle attend qu'on lui pose les bonnes questions. Et elle se pose elle-même des questions. Et c'est dans un univers, alors là on parlait d'univers imaginaire, c'est un de mes univers favoris. Et c'est ce qui rend encore plus intéressant le travail qu'ont fait les dépeceurs et les dépeceuses de nouvelles. C'est que c'est un univers pour moi qui est très, très établi. C'est un univers futur où il ne reste plus beaucoup d'humains sur Terre. Enfin, c'est une variété un peu sombre de l'apocalypse, là. Il reste quelques villes grignotées par la mer et la mer monte, la mer monte. Et toute cette ville, Bahía Blanca, est une ville qui, pour moi, est un paysage très spécifique, où justement, les illusions de pouvoir des humains, et là, je ne fais pas de différence de genre, les illusions de pouvoir des humains sont en train d'être réduites en poussière. Et mon personnage en est en quelque sorte le produit et aussi la critique. Mais en général, je préfère donner une certaine agentivité, un certain pouvoir d'action à mes personnages, parce que sinon, ça devient trop déprimant. Des vraies histoires d'horreur, pour moi, j'en écris pas. J'en ai écrit une récemment qui n'est pas finie parce que j'arrive pas justement à finir dans l'horreur. La véritable histoire d'horreur, pour moi, c'est quand le personnage ne peut rien faire. Elle est condamnée au départ et on a beau sympathiser avec et elle a beau avoir des révélations et des illuminations et tout ce qu'on veut, ça fait rien, elle passera au bat pareil. Mais ça, pour moi, c'est une histoire d'horreur. Quand on n'a plus justement aucun pouvoir sur soi et aucun pouvoir sur le monde. Alors ça, c'est vraiment épouvantable. Voilà. Et toi, Fanny? Dans le cas du Ventre des montagnes, je trouvais qu'il y avait vraiment l'opportunité, avec le genre de l'imaginaire, d'aller exprimer
toute la violence du vécu, en fait, féminin qu'on peut vivre, puis notamment à travers les transformations corporelles. Ouais. Je vais pas m'avancer trop parce que j'ai vraiment pas envie de divulgacher mon roman, mais il y a tout le rapport aux transformations liées à la maternité, où je suis allée vraiment portraitiser une grossesse monstrueuse, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Puis, c'est là pour moi l'occasion d'aller parler au plus vif de l'expérience humaine, en fait. D'aller exprimer ce qu'on peut vraiment ressentir, ce que peut-être une écriture dans un registre plus réaliste nous permettrait pas de faire de manière assez juste, parce qu'on n'a pas autant de liberté pour aller vraiment l'exprimer là, avec violence, avec horreur, avec l'inquiétante étrangeté. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est ça que ça permet, c'est la liberté d'aller encore plus loin dans ce qu'on veut représenter. C'est peut-être ça le lien des femmes avec on parle de féminisme aussi, hein, avec les genres, que ce soit la science-fiction, le fantastique ou la fantasy, c'est qu'elles nous donnent un plus grand pouvoir sur notre propre imaginaire. Ouais. On est moins coincé dans le réalisme. Oui. Elle permet aussi des fois de contourner les réflexes. Si on dit, moi, je vis ça en tant que femme, souvent, on va se faire répondre, oui, mais c'est normal, mais c'est comme ça, c'est bon. Mais à partir du moment où on le transplante, puis on peut amener un verre grossissant, finalement, sur le phénomène. Puis même des fois, je ne l'ai pas trop fait dans ces nouvelles-là, mais des fois, on peut prendre des trucs qui sont du vécu féminin, puis dans ce monde-là, ça arrive à tout le monde. Ouais. Et là, tout d'un coup, les lecteurs qui auraient peut-être été réfractaires font comme « Oh, wow, c'est rough ce qui se passe dans ce monde-là. » Vraiment. Ouais, hein? Ah oui. Ben, gadon. Ah, tu vraiment comme ça? Eh ben, Puis il y a l'autre pouvoir qui est plus spécifiquement celui de la science-fiction, mais pas forcément, qui est quand on vous dit oui, bon, ben c'est comme ça, c'est de répliquer oui, mais si c'était autrement. Ouais. Oui. Et pas seulement de dire et si c'était autrement, mais de montrer comment ça pourrait, d'inventer, d'imaginer comment ça pourrait être autrement. C'est extraordinairement libérateur. Ouais. tellement. Fait. Puis, quand vous... t'en as parlé un petit peu tantôt, mais quand quand vous concevez vos personnages, est-ce que vous trouvez plus facilitant d'y aller avec des contre-modèles ou d'y aller ou ça dépend vraiment un peu, Geneviève, tu semblais dire un peu des deux, ou d'y aller avec des personnages qui sont déjà, qui s'inscrivent un peu dans ce qui est attendu des archétypes aussi féminins, parce que les archétypes, c'est quand même quelque chose d'intéressant avec lesquels jouer, puis vous en avez plusieurs dans chacun des livres en question. Hein? C'est sûr que là, moi, c'est un peu spécial parce que j'ai 13 nouvelles, fait que 13 cas de figure différents. Oui. Donc, on retrouve un peu de tout, mais c'est sûr que prendre le contre-pied total de l'archétype, des fois, ça peut être intéressant. Ce que moi, j'aime beaucoup, c'est prendre l'archétype puis juste le décaler juste un petit peu, comme j'ai une nouvelle où on a carrément des aventuriers, un peu un groupe d'aventuriers classiques de fantasy épique, sauf qu'ils se retrouvent 30 ans après leur grand succès. Puis c'est ça, avec les rhumatismes carrément pour les deux guerriers. Et la magicienne, elle, qui jadis était pas très belle, un peu plus vieille qu'eux, etc., elle n'est pas touchée par le temps. Donc, elle est maintenant la pétarde du groupe. Et tout ce que ça crée, ce que ça change de relation à l'intérieur du groupe. Donc c'est ça, je vais m'amuser tantôt avec les archétypes, tantôt avec des contres. C'est sûr qu'avec l'épée magique, je voulais que ce soit une femme objet. Fait que bon, fallait que ce soit l'épée qui soit féminine. Ça aurait pu être intéressant de créer... Là, j'en parle, puis je suis en train de me dire j'aimerais ça en faire une autre. Prends des notes. On va jouer à l'inverse. Quelqu'un dans le public, prenez une petite note, vous me le donnerez tantôt. Mais c'est ça. Moi, je pense pas tellement aux archétypes quand un personnage me vient. C'est après que je reconnais, que je me dis, ah tiens, ça va de ce côté-là. Oui. Et puis, bon, c'est un peu différent dans les nouvelles et les romans, je pense, mais enfin quand même dans les nouvelles, j'ai tendance à construire un arrière-monde. Mm-hmm. Et souvent, le personnage est issu de son monde. Nous sommes ce que notre monde fait de nous, ici, maintenant, chacun d'entre nous. Donc, les personnages, c'est pas des porte-manteaux sur lesquels on a décidé qu'on met telle veste, tel foulard. Non,
Ce sont des gens qui vivent dans un certain milieu. Ce milieu a une histoire, a une culture, a des mythes qui ne sont pas forcément les nôtres, a un langage, a des coutumes. Et tout ça va nourrir le personnage et va modifier. Si jamais j'ai commis un archétype, il va pas mal. Il va falloir qu'il corresponde au monde où je l'ai mis. Et donc, le travail consiste à rendre ce monde suffisamment semblable et suffisamment différent, suffisamment semblable au nôtre et suffisamment différent du nôtre pour que les lectrices et les lecteurs puissent accrocher dedans, mais en même temps se sentir déplacés, dérangés, divertis au sens de divertir, changer de chemin. Hein, c'est le bon, si c'était autrement. Alors les archétypes, là, quelquefois ça me dérange parce que si je tombe sur des lecteurs et des lectrices qui connaissent ces archétypes, ils vont bloquer dessus et ils ne verront pas qu'il y a un changement, une variation. Les nuances. Des nuances. Je pense que ce que j'aime déconstruire, c'est pas tant des archétypes que des figures. Dans le cas de mon roman, la figure de l'attachement sororal et de la dévotion sororale, je me suis vraiment amusée à aller vraiment décortiquer, voir qu'est-ce qu'on pourrait aller trouver de retard là-dedans. Puis, j'ai essayé de l'opérer de manière très graduelle dans mon roman. Tu sais, on commence avec une belle sororité idéalisée. Donc, je fais pas de divulgateur parce que c'est carrément écrit dans le résumé de mon livre, mais mon personnage perd sa sœur, veut la sauver. Elle est prête à tout pour la ramener à la vie, y compris en posant des gestes très immoraux. Et donc, on la considère comme dans une belle sororité sacrificielle. Là. Elle est vraiment prête à perdre sa propre... à vendre son âme au diable, on va le dire de même, pour la ramener. Donc, on se dit, ma foi, quelle bonne sœur, brave, courageuse, des filles. Moi, j'aime ça dans mes livres. On part du point A, pack de lecture, OK, c'est beau, on s'en va dans cette direction-là. Puis finalement, on se rend compte qu'on s'est fait détourner ailleurs. On s'est fait dire, là, c'est ça qui se passe. Puis j'irai pas plus loin, mais bon, c'est ça, j'ai voulu, d'aller voir ce qu'il y avait au-delà là, de cet attachement entre sœurs qui a l'air ô combien parfait et qui est très lié, je pense, à l'image qu'on se fait de la féminité de manière générale, la féminité sacrificielle, la mère qui est prête à tout. T'sais, en fait, ma narratrice, elle se comporte comme sa mère envers sa sœur, donc je viens aussi déconstruire la figure maternelle. Donc, c'est pas tant des figures et archétypes liés au genre de l'imaginaire, mais liés à l'imaginaire du féminin de manière générale. Mais vraiment, j'ai eu un malin plaisir à aller fouiller à travers les ondes d'ombre de cette relation-là. Oui, puis il y en a de l'ombre dans cette relation. On a parlé un petit peu tout à l'heure quand vous avez résumé un peu vos textes, mais dans chacune de ces œuvres-là, il y a vraiment une question d'omniprésence, de rites funéraires ou de personnages qui sont obsédés par la question de la finitude ou de leur date d'expiration J'ai vraiment remarqué qu'il y avait ça entre les trois. Puis qu'est-ce qui vous interpelle ou qui vous intéresse spécifiquement dans cette thématique-là? Puis je sais que dans le cas d'Elisabeth, c'est plus embêtant parce que, bon, il y a les autres ateliéristes qui ont fait des trucs, mais par rapport à la question de la sphinx dans ta nouvelle, là, par exemple. C'est avant que tu poses la question. Non, tout le monde, mais je te précise que c'est... Je vais répondre tout de suite. Je suis de la génération d'après. Avant. Et bon, la question... On parlait des archétypes, mais il y a des grands thèmes universels. La mort en est un, blablabla. Et bon, je pense que ça c'en est un sur lequel la plupart des textes a essayé de riffer, comme on dit en jazz, de faire des variations, etc. Et alors, ce qui m'a intéressé aussi dans ce recueil, c'est de voir que on s'éloignait plus ou moins du texte original. Et il y a au moins un texte qui n'a pratiquement aucun rapport avec le texte original, sauf un détail. Si vous voulez le savoir, achetez le livre. Mais moi, je le sais. Elle essaie. Et alors, ça peut être intéressant parce que pourquoi est-ce que le thème de la mort ou de la finitude ou de la date de péremption, qui a été à peu près utilisé par tout le monde,
Pourquoi pas dans ce texte-là? Et alors là, j'invite évidemment l'auteur, c'est un gars, j'invite l'auteur évidemment à approfondir ses propres bébelles. On apprend beaucoup en écrivant. Mais effectivement, moi, ça m'avait fasciné l'idée d'une créature qui sait qu'elle est finie comme nous, mais qui sait pas quand comme nous. Ouais. Elle a beau être une créature artificielle, c'est un artefact, mais elle ressent cette curiosité et cette tristesse et cette tendresse pour le vivant qui accompagne pour nous le fait que nous sommes mortels. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important dans l'écriture. Et ça m'énerve dans la science-fiction, tous ces gens qui veulent être immortels. Oh, mais quel ennui! Mais qu'est-ce que vous allez faire la 300 millième année, là? Ah, des dents fous! Ah non, non, ce qui fait le prix de la vie, c'est qu'elle finit. Ouais. Et étrangement, la plupart des femmes écrivent des histoires où la vie se termine. Beaucoup d'hommes écrivent des histoires, dans les genres, je veux dire, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, écrivent où on est immortel. Ah bon, bah tiens, c'est curieux. Je vous laisse avec cette réflexion profonde. Mais moi, en fait, je parlais tantôt en créant le recueil, je me suis aperçue de certaines choses. Ça a été vraiment super intéressant parce qu'en mettant ensemble mes textes de fantasy, j'ai découvert que j'en ai, je pense, 5 sur 13 qui mettent vraiment en scène des rites funéraires, différents rites funéraires. Par contre, une fois que je les ai vus, l'explication m'est venue assez vite. Voyons, Raphaël l'a dit en me présentant, je suis historienne de formation, puis la préhistoire, en fait, on considère en règle générale que l'humain est devenu humain à partir du moment où on trouve des tombes avec des traces de rites funéraires. Parce que les rites funéraires, pour moi, surtout, c'est pas fait pour les morts. Les rites funéraires sont faits pour les vivants. C'est les vivants qui prennent soin du mort une dernière fois. C'est les vivants qui s'expliquent ou qui espèrent qu'il y a quelque chose après, qui espèrent revoir cette personne-là, parce que souvent, c'est ça, qui espèrent que cette personne-là va être bien dans l'autre monde, pas nécessairement qu'ils le craignent, parce qu'il y a beaucoup de rites funéraires qui sont qui célèbrent beaucoup la vie, la continuité. Donc, je me suis vraiment amusée à utiliser les rites funéraires qui existent vraiment, puis à aller voir l'autre côté. Je me suis amusée à utiliser les rites funéraires, par exemple, des Égyptiens. Mais qu'est-ce que ça donnerait si la civilisation égyptienne avait continué, puis qu'on avait encore des pyramides qui se créent, et puis donc, qu'est-ce que ça donnerait? Je me suis amusée à inventer des nouveaux rites funéraires, comment une civilisation qui pense autrement pourrait vouloir, elle, enterrer ses morts. Qu'est-ce qu'elle ferait? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Je suis allée visiter les rites funéraires de Joël Champetier avec la prisonnière de Barat. Donc, Joël, qui était un écrivain chez Alire, l'éditeur de Solaris, qui est décédé il y a plusieurs années. Puis, on nous avait donné presque le même exercice qu'Élisabeth a fait en atelier. On nous avait donné, pour un numéro spécial de Solaris, la mission de revisiter certains textes de Joël. Puis moi, j'ai visité un moment où les gens d'une ville offrent les cadavres de leurs morts à un ogre qui va les dévorer. Donc, il y a des passeurs qui vont porter ces cadavres-là à l'ogre. Donc, j'avais envie d'explorer la relation qui finit par se créer entre les passeurs de mort et puis l'ogre. Donc, c'est ça. Pour moi, les rites funéraires, c'est une célébration du vivant, puis c'est aussi parce que quelque chose qui m'a touchée proche assez tôt dans ma vie. J'ai perdu ma mère de bonne heure dans ma vie. Et puis là, j'ai vu un peu à quoi le rituel de deuil sert. Le rituel de deuil est vraiment là pour les vivants, pour qu'on essaye de continuer de s'entrépauler. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on finit par retrouver dans mes textes, mais pas sur le point de vue de la crainte, parce qu'un peu comme toi, j'ai pas peur de mourir. Ça va finir par arriver, c'est là, puis je me demande si les femmes, on n'a pas une meilleure relation avec ça, parce qu'on voit notre corps changer tellement souvent pendant la vie que le fait qu'à un moment donné, il va s'arrêter, c'est bon, ben ouais, OK, c'est comme ça. Tandis que les hommes peuvent cultiver plus longtemps l'illusion de la force reste, et puis etc., parce qu'il y a tellement d'histoires pour tout ce qui devient mou puis tout ce qui se perd sur le dessus que on voit qu'ils subissent pas très bien les changements. Non. Ce qui est fascinant aussi, c'est une parenthèse, mais dans les rites funéraires, c'est que on devient humain à partir du moment où on commence à imaginer l'invisible. Ça, moi, ça me fascine. Et à prendre soin. Oui, non, Soin du et à prendre soin de l'invisible. C'est un imaginaire tout d'un coup qui se développe. Il y a autre chose que
la pierre, la fourrure, les animaux. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui existe. Wow! Ouais. Ça, c'est... Toi, Fanny? Ouais. Alors moi, mon rapport à la mortalité est moins zen que la vôtre. Donc, voilà, moi, j'ai pas fait la paix avec son corps. Puis je pense que c'est pour ça que j'en parle. Je pense pas que ça va arriver un jour, mais je pense que quand j'écris là-dessus, ce qui arrive dans à peu près dans tous mes romans d'une manière ou d'une autre, je pense que ça m'aide à mieux comprendre ma relation à la mort, puis aussi à notre relation à la mort. Puis, du vent des montagnes, il échappe pas. On a un personnage qui veut absolument pas non seulement mourir, mais qui refuse même que la mort existe. Ouais. Donc, dans son univers, on raconte qu'au sommet d'Eyen, la montagne la plus haute, il y a des neiges éternelles qui permettent de ressusciter les morts, mais il n'y a jamais personne qui est allé pour prouver le fait parce que tout le monde meurt au sommet de la montagne. Ouais. Donc, ma narratrice ne se fie qu'à une légende pour entreprendre sa quête. Puis, en gros, mon roman, c'est la plongée aux origines d'une légende parce que, dans le fond, elle remonte le fil de la légende littéralement à travers sa quête, à travers sa marche au sommet de la montagne pour finalement aller constater qu'est-ce qu'il y en est de cette légende-là des neiges qui ressuscitent les morts. Donc, c'est un peu une déconstruction carrément non seulement d'une idéologie de la mort, d'une légende de la mort, mais aussi de notre rapport à la mort. Puis, je n'irai pas, encore une fois, plus loin, mais disons que le constat est assez difficile en bout de ligne pour elle quand elle se rend à destination. Puis c'est drôle, Geneviève, que tu parlais du personnage Psychopompe, parce que j'en ai un aussi dans mon roman. En fait, il n'y en a pas un, il y a plusieurs personnages Psychopompe qui sont des ogresses. Le Psychopompe, c'est une figure, en fait, qui fait le pont entre le monde des vivants et des morts. C'est le passeur, dans le fond, vers l'au-delà. Un peu comme sur le Styx, on a Charon qui amène les âmes des morts dans l'enfer. Donc, c'est un personnage qui fait le pont entre les deux mondes. Mais moi aussi, ça passe par la dévoration dans le cas de mes personnages comme ça. Donc, qui est une scène quand même assez marquante dans le roman, je dirais. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pognent leur air en bon français quand ils arrivent là, s'ils ne s'attendaient pas à quelque chose comme ça. Mais c'est une des scènes très réussies, en tout cas, au début. Là. Merci. On parlait un peu tout à l'heure aussi, puis vous l'avez évoqué là, en parlant de justement du fait que le corps des femmes change, donc qui va vers une finitude, justement, puis qui est peut-être plus dans laquelle on est plus consciente, peut-être. Là. Puis dans chacune des œuvres, il y a plusieurs personnages qui ont été appelés à subir des métamorphoses, justement. Fanny l'a évoqué souvent aussi dans leur rapport au corps. Pensez-vous que c'est de quelle façon ces transformations-là vont contribuer à l'histoire? Est-ce que par rapport à la transformation de leur propre pouvoir, est-ce que ça amplifie leur pouvoir ou leur agentivité ou tout ça, ou est-ce qu'au contraire, ça le diminue? Ça dépend des cas, j'imagine, mais est-ce que vous voyez là-dedans une façon soit de donner plus de pouvoir à vos personnages ou au contraire de leur en retirer, ce qui permet de créer des situations complètement différentes en film? Oui, pas évident comme tout le monde me regarde. J'essaie de penser à quelle nouvelle il y a dans le recueil. Quoi, Fanny, tu avais l'air d'avoir déjà joué. Je pense que c'est les deux à la fois dans le cas de mon personnage. Je pense qu'à chaque fois qu'elle subit une transformation, puis ces transformations-là dans mon livre passent souvent par des rites de dévoration. Donc, c'est un personnage qui s'est fait souvent nourrir à travers le livre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai posé de manière constante parce que c'est un personnage qui a faim. Et à chaque fois qu'elle se fait nourrir, il y a une acquisition pour elle. Elle se rapproche de son objectif, mais il y a aussi une destruction. Puis c'est l'espèce de motif que j'essaie d'examiner de l'obsession qui est à la fois une construction et une destruction de soi qui se trame le long du roman. Puis à chaque étape de son parcours, il y a cette idée-là elle se transforme, elle devient de plus en plus puissante là, physiquement, mais en même temps, il y a aussi un enfermement dans son corps de plus en plus. Puis c'est toujours elle qui lutte contre les limites de son corps qui deviennent de plus en plus présentes, de plus en plus prégnantes.
jusqu'à, j'ai mentionné tout à l'heure, une grossesse non souhaitée qui est vécue comme un enfermement monstrueux pour elle. Donc, oui, il y a ça, il y a ce double tranchant-là qui rejoue un peu peut-être un schéma assez classique qu'on a dans les contes, dans les mythologies, là, de l'acquisition d'un don qui vient avec une rançon. Donc, c'est aussi appliqué dans mon livre, non pas parce que je voulais en tirer une morale, mais pour voir comment il y a cette dynamique-là qui est active aussi dans la vie. Hein. À chaque fois qu'il y a une transformation, il y a une mort et il y a une renaissance à la fois. Donc, c'est aussi un motif que j'avais envie de tramer dans Du ventre des montagnes. Moi, ce qui m'a frappé dans les nouvelles qui ont été écrites à partir de mon texte, c'est que dans le texte initial, le personnage est bloqué sur son socle. Elle peut bouger, elle ne peut bouger qu'à un certain moment de la journée. C'est en lien avec le lever et le coucher du soleil. Et elle a son agentivité, puisqu'on parlait de capacité d'agir. Elle, ça passe par la parole. Elle peut poser des questions ou elle peut répondre à des questions, mais pas les deux. Et alors, à un moment donné de la journée, elle peut poser des questions. À l'autre moment de la journée, elle peut répondre à des questions. Et elle va plus ou moins vite. Son essence vitale coule plus ou moins rapidement selon que c'est le jour ou la nuit. Et c'est le cadre de ses pouvoirs. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans les textes qui ont été produits, c'est de voir comment on s'est débarrassé ou comment on a négocié avec ces limitations-là. On a un texte, par exemple, où le personnage, au départ, est cristallisé, mais se débarrasse de sa gangue, se transforme. Il y a de la transformation beaucoup aussi. Et de plus en plus, elle acquiert, elle aussi, des pouvoirs au fur et à mesure. Mais on a gardé l'alternance jour-nuit. Il y en a d'autres où l'alternance jour-nuit a complètement disparu et d'autres où il n'y a pas de transformation. Alors, c'est ça, moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir, encore une fois, la façon dont certains motifs de la nouvelle de départ sont repris ou pas dans le cadre de cet exercice-là. Moi, j'ai vérifié vite pour être sûre, mais me rafraîchir à moi-même la mémoire. Mais mes personnages vivent rarement d'immenses transformations. Et pour une raison très simple, c'est que j'aime pas la mystique un peu reliée justement aux transformations du corps féminin. Ah là, tu es une femme. Ah là, tu ne peux plus donner la vie. Tu sais, l'espèce de valeur accordée aux différentes étapes où là, c'est toujours le corps qui peut enfanter, qui est au sommet. Puis bon, ça m'emmerde. Donc, j'ai des personnages qui finissent par vivre une transformation, mais c'est vraiment plutôt lié à un truc, c'est carrément lié à un feu intérieur qui, à un moment donné, brûle plus ou moins vif chez certaines personnes. Donc, c'est ça, la notion de la transformation. Quand j'écris des personnages qui vont vivre des transformations, un peu comme dit Fanny, à un moment donné, ça s'équilibre. S'il y a un pouvoir qui s'acquiert, il y a quelque chose qui se perd. Les super-héros de Marvel, j'en ai pas, là. Mais il y aurait aussi l'effet de la non-transformation, comme tu disais, avec ta magicienne qui elle, n'a pas vieilli, alors qu'elle Exactement. Fait que des fois... C'est ça. Ben ça, c'est qu'elle n'a pas de transformation physique. Mais ça, j'aime beaucoup jouer avec le corps influe l'esprit influe le corps, mais à un moment donné, les deux, des fois, vont être sur des trajectoires qui vont être complètement entrecroisées dans des sens... Nous, d'habitude, avec un peu de chance, on devient plus sage en vieillissant pendant que le corps diminue, mais on pourrait imaginer des personnages qui évoluent de manière plus harmonieuse ou autre, mais c'est ça. Il fut un temps où j'étais coupable d'articles savants et d'études littéraires, et à un moment donné, je me suis demandé si la métamorphose, le motif de la métamorphose, était davantage traité par les femmes que par les hommes. Spoiler, non, mais pas de la même façon. Et je trouve que c'est un des pouvoirs qui est souvent évoqué par les femmes, mais très souvent aussi par les hommes, comme s'ils nous enviaient d'une certaine façon, comme s'ils fantasmaient sur cette capacité qu'on a à se transformer au cours du temps, d'une façon pas simplement physique, mais au niveau du statut social, au niveau de la relation au monde, de la relation à autrui, la parentitude, etc., etc. Et ça, ce serait intéressant à étudier comme imaginaire féminin, l'imaginaire de la métamorphose. Cette manière différente-là entre les hommes et les femmes, est-ce que des exemples qui te rappellent de comment... Non.
C'est correct. Hey, C'est pas grave. C'était une curiosité. L'historienne se demande, en fait, si cet imaginaire-là est vraiment genré ou si c'est plutôt un effet d'observer la nature. Parce que j'ai une petite fille qui tripe sur les documentaires animaliers et c'est fou comme certains animaux se transforment au cours de leur vie. À côté de ça, les humains, on prend 3 rides, 4 cheveux blancs, puis c'est tout. On est plate. On est très plate. On est plat. J'irai un petit peu ailleurs. En même temps, ça va recouper le projet d'Elisabeth. Vous êtes, dans le fond, toutes les trois familières avec la notion de collectif dans l'écriture. Fanny, tu as entre autres dirigé Cruel. Tu as participé à d'autres collectifs. Geneviève, on a justement Au bûcher qui est paru récemment, puis avec ce projet-là aussi. Cette manière... Non, pas dans celui-là, non, mais je parle dans des projets de toutes sortes de projets collectifs. Puis, qu'est-ce que cette manière de travailler-là vous apporte? Comment nourrit votre imaginaire, que ce soit quand vous dirigez quelque chose ou quand vous collaborez simplement avec un texte? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une importance dans ces processus-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous alimente, qui vous nourrit, l'effet de collectivité, justement? Ah, vraiment. Moi, ça me nourrit. Puis je vois ça comme un laboratoire de création collective parce que j'aime ça partir d'une idée, d'une figure, par exemple, les stalkers, les cruels. Puis me dire, bon, mais jusqu'où on peut aller avec cette figure-là? Puis chaque personne va de son côté avec son style, avec son vécu, son genre littéraire. Puis ça donne toujours des résultats vraiment intéressants parce que de la manière dont on lance un collectif aussi, je pense que ça a son importance parce que, par exemple, la manière qu'on pose notre figure dans l'appel là, pour les textes, par exemple, qu'on a voulu parler de Cruel, c'est trouver la bonne manière de, disons, rassembler les troupes autour de cette figure-là, mais sans non plus trop orienter dans une direction en particulier, juste pour voir vraiment comment le mouvement naturel des choses va amener les textes dans différentes directions. Puis après ça, de voir les résultats, je trouve ça complètement fascinant. La première fois que je l'ai vécu, c'était avec Stalkers, là, le recueil avec des femmes qui font du voyeurisme. Mm-hmm. Puis c'est allé, mais vraiment dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. J'étais sûre qu'on allait beaucoup aller dans le voyeurisme en ligne parce qu'on était à l'époque beaucoup du stalkage virtuel. Et en fin de compte, non, pas vraiment. Il y a eu, je pense, 1 ou 2 nouvelles sur comme 15 ou 17 qui étaient dans le virtuel, mais non, c'était vraiment allé ailleurs. Puis, je trouve ça épatant, puis c'est très nourrissant pour l'imaginaire d'avoir ces voix-là qui se rencontrent. Moi, j'aime beaucoup le terme collectif parce que j'en ai pas dirigé vraiment d'autres. Le seul recueil que j'ai dirigé par ailleurs, c'était une anthologie et non un collectif, c'est-à-dire un recueil de nouvelles qui avait déjà été publié, etc. Et c'est pas la même chose du tout. Mais et celui-là, il est un peu particulier. Mais ce que je trouve bien dans le collectif, c'est que justement, on voit le lien entre l'imaginaire individuel et l'imaginaire de la collective, parce que bon, on vous donne un motif, on vous donne un thème, une image. On vous encadre plus ou moins, mais on vous donne quelque chose, tout le monde a la même chose, de la même façon que nous avons un inconscient social collectif ou même peut-être mythique collectif, j'en sais rien. Et chacune et chacun d'entre nous le gère d'une façon différente, négocie d'une façon différente avec toutes ces images, ces émotions, tout ce qui est lié. Et dans un collectif, c'est la même chose. Quand j'ai pu lire, il se trouve que j'avais été directrice littéraire pour plusieurs auteurs de Au bûcher. Quand j'ai pu lire les textes, je me disais, waouh, c'est complètement, pas pour Au bûcher, c'était pour Sorcière. C'était pour Sorcière. Il y a un autre collectif qui s'appelait Au bûcher. C'était Au bûcher? Oui, c'est ça, c'était Sorcière. Ça a changé de titre, c'est vrai. Et là, j'ai vu plusieurs textes et j'étais tout à fait ravie de voir à quel point les textes étaient différents sur le même motif. Et c'est la même chose. Et chaque fois qu'en atelier, on fait une création collective, ça arrive quelquefois, à chaque fois, je me dis, bon, alors, comment est-ce que ça va éclater dans tous les sens et ça va être super excitant. Et ça l'est toujours. Et oui, nourrissant. Je pense que le terme nourrissant revient à juste titre. Moi, je suis essentiellement une nouvelliste, ce qui est une très mauvaise idée si vous voulez faire une carrière littéraire en passant.
Mais si vous avez une autre job en même temps, là, ça va mieux. Donc, moi, ce que j'aime des collectifs, c'est que c'est des appels à texte. Ça me donne des dates de tombée, donc ça me donne une structure. Puis, oui, c'est le fun de justement avoir, OK, là, on va tout le monde travailler sur la figure de la sorcière. On va tout le monde aller travailler en fantasy. On va tout le monde aller travailler sur l'Halloween. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, j'aime ça, effectivement, moi, déjà, aller faire, OK, c'est quoi ça pour moi? Comment est-ce que je peux réussir à tirer un texte? Parce que c'est surtout la figure de la sorcière qui est une figure avec laquelle j'ai tendance à travailler. Je pense qu'il y a 6 textes de sorcière là-dedans. Pas de quoi tu Donc, là, OK, au bûcher, t'en fais une autre. Puis là, j'en fais une avec d'autres personnes qui vont aussi travailler avec la figure de la sorcière. Donc là, c'est un peu important que j'aille creuser dans mon propre imaginaire pour pas tomber justement juste dans le motif collectif. Faire la nouvelle la plus anonyme du lot et pas, c'est pas ce que personne veut dans un collectif. Mais il y a un esprit, je pense que c'est vraiment l'esprit des collectifs, c'est vraiment le moment où on est le plus en coopétition. On est Ouais, en c'est le bon terme, coopération, mais on sait aussi que veut pas, nos textes se retrouvent un peu en compétition. Donc, sans vouloir jouer à tirer la couverte, c'est le fun de se dire, ben, je veux vraiment aller représenter ce que moi je suis comme écrivain parce que c'est mon occasion, parce que là, je veux pas. comme une carte de visite. Oui, c'est ça, c'est un peu une carte de visite, donc c'est ça. J'aime ça, moi aussi. Puis ça me rappelle les prospectif, excusez. Oui. Non, mais c'est pas je sais pas, moi je les vois pas en compétition ces textes. Je les vois en ils se complètent les uns les autres d'une certaine façon pour créer une espèce de surtexte Ouais. Oui. Ah oui. et une espèce de grand texte général où vous avez comme un bijou avec tout plein de facettes, mais c'est le même, Ouais. c'est un seul texte. C'est prismatique. C'est une espèce de cartographie aussi de ce qu'on a, c'est ça. Puis en fait, ce que j'allais ajouter, c'est que ça me rappelle les ateliers parce que pendant longtemps, je faisais partie des ateliers des Violettes. Là, j'ai juste plus le temps. En théorie, je suis toujours là, mais Elle a survécu. j'ai survécu. T'en as donné aussi. Oui, j'en ai donné aussi, mais c'est ça. Donc, ça rappelle les contraintes d'atelier, veux pas, les collectifs. Puis comme disait Fanny, c'est le fun, c'est un laboratoire à un moment donné. Souvent, on va se permettre d'expérimenter. Puis je rajouterais, puis je voudrais aussi pour le public, je sais pas parmi vous s'il y a des amateuristes de collectifs. Moi, j'en suis. Puis ce que j'aime, que ce soit en essai ou en fiction, c'est de voir la pluralité de points de vue, particulièrement en essai. Tu sais, plutôt qu'avoir une seule voix qui se pose sur un sujet, là, tu as plusieurs personnes qui apportent différents angles. Puis je trouve ça vraiment important, en fait, à la réflexion collective d'avoir ça. La pluralité de voix ponctuelle là, sur un sujet. Ça aide à briser, je pense, la pensée unique qui va dans une direction. Puis il y a de plus en plus de collectifs qui se font chez de plus en plus d'éditeurs aussi parce qu'il y a la notion de moins de temps pour lire ou en tout cas un souci de découvrabilité. Ouais. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils disent ben j'aime ça avoir tel collectif parce que ça me permet de découvrir plein de voix différentes. Puis après, de pousser un petit peu plus dans les univers de chaque personne. Donc, il y a un peu... Essayer des nouveaux genres aussi. Je sais pas, pour vous, là, tu sais, c'est le fait que ça soit un engagement moins long qu'un roman, ça te permet d'expérimenter. Comme moi, ma première nouvelle d'horreur, je l'ai fait dans Monstres et fantômes, le collectif d'horreur dirigé par Stéphane Dompierre. J'avais jamais fait d'horreur avant, mais là, comme on me tendait une invitation, pourquoi pas? Ça permet d'essayer. J'ai écrit une histoire d'amour comme ça, moi aussi. Yes! On est loin du... c'est ça. On crée d'autres choses. Comme il nous reste quelques minutes, en fait, j'aurais voulu savoir un peu sur quoi vous travaillez présentement, mais spécifiquement, bon, Fanny, on s'entend qu'il y aurait de la matière à peut-être avoir un univers qu'on développe. Puis Geneviève, on sent qu'il y a des choses qui poussent un peu. Est-ce qu'il y a des choses en chantier ou pas encore? Je ne sais pas. Autre chose aussi, là, c'est pas obligé d'être que ça, mais je suis curieuse. Petit game. Moi, ça me dérange pas. Ça me prend tellement de temps avant de finir par l'écrire que le temps qu'ils sortent, ils vont tout avoir oublié ce que je vais en penser. Des choses. Mais oui, en fait, ceux qui achèteront Magie des temps brodés vont probablement repérer. Il y a 3 nouvelles qui sont vraiment clairement dans le même univers. Donc, Le fil de la brodeuse, la geste des draconistes Jessa, la geste des dragons, et puis les gardiennes. Je suis en train de créer un univers de fantasy. Le point de base de cet univers-là, en fait, c'est que, puis là, c'est vraiment ma formation d'historienne qui remonte. On voit souvent, on classe les âges du monde à partir des outils. L'âge de pierre, l'âge du fer, l'âge du bronze.
Mais en fait, la première technologie que l'humain a développée, c'est fort probablement, en fait, selon toute preuve qu'on a, ça semble être le tissage. Parce que si l'humain n'avait pas réussi à se faire des vêtements, ben il n'aurait pas fait long feu. Donc, j'ai décidé de bâtir un univers où c'est comme si cette notion-là, que c'est le tissage qui est important, est restée au centre des choses. Donc, ça nous crée déjà un univers qui est beaucoup moins patriarcal parce que ça a toujours été... Je garde le fait que ça a souvent été un art de femme. Pourquoi un art de femme? Tout simplement pour une raison pratique. C'est facile de tisser ou de broder ou de filer en même temps que tu t'occupes des enfants parce que c'est quelque chose que tu peux mettre là, interrompre, s'occuper des enfants puis recommencer. C'est facile à faire avec la grosse bédaine. Courir après les proies, c'est moins évident, bon, etc. Bref, je joue à partir de ça pour créer mon univers de fantasy. Et puis, c'est un univers dans lequel la magie intervient sous forme de broderie. Donc, avec l'idée que dans l'imaginaire, les déesses tissent la toile du temps. Donc, c'est un mythe qui existe dans plusieurs civilisations. Mais c'est comme si les magiciens et magiciennes viennent broder par-dessus la toile du temps pour changer les motifs. Donc, je suis en train de jouer avec ça. C'est bien. C'est la toile, littéralement, la toile de fond du projet. Moi, je suis complètement angle droit, moi. Complètement angle droit. J'écris de la poésie en ce moment. Alors, non. C'est bien. Les univers de la poésie, c'est complètement autre chose. On a des univers par en arrière, mais ils sont extrêmement personnels et les mythes personnels, les figures personnelles. Mais c'est très bien. C'est le fun d'aller vers autre chose. Oui, mais c'est très différent. C'est un retour, en fait, pour toi, parce que Non, c'est pas un retour. J'ai toujours écrit de la poésie dans mes tiroirs. Puis de temps en temps, il y en a assez pour faire un recueil. Alors j'en ai eu 3 aux Herbes Rouges. Mais là, pourquoi pas un 4e? Oui, un 3, c'est un beau chiffre, mais finalement, j'ai un dossier qui s'appelle « Encore de la poésie » pour et où je mets ce qui sort. De temps en temps, il y a un événement où je fais un rêve, où je rencontre quelqu'un, où je rencontre une image et pouf, j'ai un accès de poésie. Bon, coudonc. Et pour l'écrit, je le range. Puis là, je me suis rendu compte que depuis 2020, j'en ai assez pour faire un recueil. Alors là, je suis en train de les écrire, de les réécrire, de les regarder, de les relire, de me demander « mais pourquoi tu as écrit ça de même ?» Et en fait, mais c'est pas ce mot-là qu'il te faut, c'est cet autre mot-là. Et alors, ce mot-là dit exactement le contraire. Et il y a une petite voix en moi qui me dit « oui, mais c'est ça. Tu voulais écrire en fait exactement le contraire de ce que tu as écrit la première fois. » OK. Alors, on réécrit. C'est un processus extrêmement fluide. Ça n'a aucun rapport avec le romanesque, ça n'a aucun rapport avec les histoires. Et pour moi, c'est une libération extraordinaire. Ah, C'est faire. Et petit mot de la fin, Fanny, pour qu'on nous signale par lumière que c'est terminé. Donc oui, j'ai des idées pour une potentielle suite, mais c'est pas ce sur quoi je travaille activement. Donc j'ai un projet d'essai littéraire que tu connais déjà un peu, Raphaël, Oui, en effet. qui s'intitule Indigeste et qui s'intéresse à la digestion et à sa représentation littéraire. Donc on reste dans la corporéité que j'aime tant. Voilà. Et sinon, j'ai aussi un projet de roman que j'ai commencé il y a environ 1 an, qui était censé être à la base la suite de Highlands, mon roman qui se passe en Écosse, et qui finalement, en cours de route, est devenu un roman d'autofiction dans lequel je m'intéresse à ma grossesse que j'ai eue l'an dernier. Donc, ça a bifurqué un peu, mais ça tourne autour d'un voyage en Écosse. Simplement, maintenant, le personnage, c'est moi, enceinte. Pourquoi pas? Et je travaille là-dessus en ce moment sur mon cellulaire parce que ma fille de 6 mois fait toutes ses siestes sur moi. C'est les seuls moments que j'ai pour moi pour écrire. Donc, c'est dans mon bloc-notes. Je mets ça petit peu par petit peu et éventuellement, ça va faire quelque chose. C'est super. Ben, pour poursuivre la discussion, vous pouvez aller retrouver Geneviève au kiosque des 6 Brumes d'Immédiat, qui est le 2017. Ouais, 27. Ouais, Fanny au kiosque de Québec-Amérique, qui est le 17-21, et Elisabeth au kiosque à lire, qui est le 19-40. Fanny Demel, Elisabeth Von Arbour, Geneviève Loin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Raphaël. Merci tout le monde d'avoir été là.